Donc la deuxième partie, nous allons parler de la notion de culture appliquée à l'entreprise, qu'on appelle simplement, si vous voyez bien le schéma, la culture d'entreprise. C'est quoi une culture d'entreprise? C'est quoi une culture d'entreprise? Alors, la culture d'entreprise, on ne peut pas la définir sans situer l'entreprise. Une entreprise, au-delà des définitions classiques économiques, c'est un sous-groupe social, tout simplement, qui développe à travers un projet une manière de faire, une manière de penser, des valeurs aussi. Et donc cette culture d'entreprise, pour qu'elle se réalise, il faudrait effectivement tenir compte de la culture nationale, c'est-à-dire le cadre national dans lequel cette entreprise est implantée. Ensuite, il faut tenir compte de la culture régionale, de la culture professionnelle et des particularismes individuels des dirigeants. Tout ceci ne se vérifie pas systématiquement, mais une culture d'entreprise ne peut pas se développer sans tenir compte de cet environnement, en effet. Donc on va essayer donc de regarder chacun des éléments qui influencent, qui interfèrent dans la culture d'entreprise. Donc la culture nationale par exemple, alors une culture nationale, logiquement, transcende la somme des cultures particulières. Vous êtes dans le cas d'une nation, transcende. Et les entreprises, des fois, pensent au nom simplement des objectifs du marché, pouvoir passer au-delà de cette culture nationale, c'est faux. Il faut prendre quelques exemples. Vous avez par exemple un pays comme l'Angleterre, où vous avez un droit qu'on identifie par le common law. Le common law, c'est un système juridique anglais qui est donc basé sur ce qu'on appelle la jurisprudence et la tradition, qui est contraire en fait au droit écrit, notamment celui que nous avons hérité du droit français, où on prévoit ce qui va arriver. La jurisprudence et la tradition en Angleterre, en fait, dominent la culture nationale. Et donc, une entreprise, un chef d'entreprise, un manager, ne peut pas ne pas tenir compte, si l'entreprise est d'origine anglaise, de cette spécificité-là. Et ça va effectivement influencer la culture d'entreprise qui va se mettre en place, si l'entreprise est d'origine anglaise. Et nous, ici, lorsque nous avons des multinationales qui viennent ouvrir des filiales, souvent nos managers ne font pas attention à la culture d'origine pour comprendre certaines choses. Souvent nos managers sont en porte-à-faux parce qu'ils n'ont pas fait cet effort de comprendre pourquoi cette entreprise a ce management spécifique. Tous les managements ne se valent pas. Ce sont des humains qui font le management. Donc il est très important de tenir compte de ça. Vous avez par exemple, dans les cultures nationales, vous avez aussi les religions. J'ai pris ici l'exemple de la religion musulmane et le fatalisme. Par exemple, vous savez que la religion musulmane n'aime pas prévoir l'avenir. Il doit y avoir, je crois, un adage saoudien qui dit par exemple que celui qui prévoit l'avenir est irréligieux, en quelque sorte. Ça, c'est à Dieu, l'avenir. Et cela a de l'impact dans la gestion des entreprises. Ici, il y a bien des entreprises qui sont de fonds musulmans. Ça existe. Vous allez fouiller un peu, vous allez voir dans la façon de manager, il y a ces éléments-là, en fait. D'accord? Nous avons aussi le modèle anglo-saxon, où c'est le pouvoir des marchés qui compte. Quelle que soit votre couleur de peau, ce qui compte, c'est ce que vous rapportez. C'est la loi du marché. Il y a une culture derrière aussi. Cette culture qu'ils ont amenée à un certain niveau, la concurrence à tout va, la loi des marchés, on dit. Vous avez le modèle japonais où il y a le rôle central de l'État dans l'économie du pays. Une entreprise au Japon ne peut pas ignorer l'État. C'est pas possible. Mais ça fait partie de l'histoire du Japon. Donc une entreprise japonaise ici à Brazzaville, dans son management, vous allez voir qu'il y a des éléments de culture nationale qui dominent la façon dont ces entreprises vont imposer ce management ici au Congo, aux équipes qui travaillent, et on a du mal à suivre, parce que nos managers, en général, ne font pas toujours cet effort. Donc nous étions sur la culture nationale, on va passer sur ce qu'on appelle la culture régionale. La culture régionale, donc c'est aussi un élément qui influence la culture d'entreprise. Donc, à l'intérieur du même pays, vous pouvez avoir des cultures régionales et qui influencent la façon dont les entreprises s'organisent. On a par exemple l'exemple de la Belgique. Vous avez les Flamands et les Wallons. Vous savez par contre, si vous allez en Belgique, lorsqu'il y a la grève chez les Wallons, les Flamands ne sont pas en grève. Les Flamands considèrent que les Wallons sont faibles. Ils n'aiment pas travailler. C'est très important. Et donc, il y a des cultures dans le même pays qui sont comme ça.
en Belgique, si vous regardez l'actualité sociale, souvent c'est la partie ou la Wallonie qui conteste sur le plan social. Il y a plus de grèves dans la partie des Wallons que dans la partie des Flamands. Et lorsque vous quittez le côté flamand, vous rentrez le côté wallon, le côté flamand, vous voyez bien la façon dont les gens sont. Ils sont pas pareils. Je pense que ceux qui voyagent ici savent de quoi je parle. Vous avez donc aussi le Brésil, l'exemple par exemple de Sao Paulo et de Salvador. Sao Paulo, c'est une ville qui a été construite avec la logique du marché, des gens relativement aisés, alors que Salvador, qui est l'ancienne capitale, a des racines africaines très importantes. Si vous allez dans ces deux endroits, alors que au Brésil, les entreprises ne fonctionnent pas de la même manière. C'est très important donc d'intégrer la notion de la culture régionale. Mais au-delà des frontières nationales, vous avez aussi des cultures qui transcendent la géographie. Ici, vous avez une charte européenne des langues régionales et minoritaires qui a été votée en 1992. Vous prenez le cas de l'État français, c'est un État qui a été construit sur le centralisme. Le centralisme avec tous ses méfaits. Ils ont essayé de gommer les différences. Or, avec cette charte de l'Europe, toutes les différences en France, notamment minoritaires sur les langues, vont émerger. Moi, je suis dans une ville qui s'appelle Toulouse. Avant, on n'avait pas dans les métros, par exemple, quand on annonce un arrêt, l'équivalent en occitan. La France ne permettait pas ça avant. C'est grâce à cette charte qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une ville comme Toulouse, vous avez aussi l'équivalent en occitan. Et les cultures régionales montent, et ça influence, donc ça va au-delà. Et vous avez les Congos, les deux Congos, les Congos, ici au Congo, qui sont sur les deux Congos et l'Angola. Ça traverse les frontières. Ils ont une façon particulière aussi des fois d'appréhender les affaires. Ce n'est pas de l'ethnocentrisme. Souvent nous dirigons ces problèmes à l'ethnocentrisme. Il faut que l'on valorise le côté positif de nos cultures. Et c'est une richesse d'apprendre, de voir comment des frères de tel ou tel coin du pays ont une façon d'appréhender les affaires. D'accord? Nous avons aussi les Dékés du Gabon, les deux Congos. Il faut qu'il y ait des études sur leur façon d'aborder aussi les affaires. D'accord? Ils vont jusqu'au Gabon d'ailleurs. Donc Gabon, ces trois pays. La Wallonie, encore une fois, c'est la France et la Belgique. Je disais tout à l'heure que les Wallons font souvent grève, mais les Français sont pareils. La concession sociale des Wallons en Belgique, c'est le même caractère français. Où il y a des grèves à l'infini, on va d'abord au conflit, il n'y a pas de... C'est ça en fait. Et ça, c'est une culture qui transcende cette frontière géographique entre la Belgique et la France. La Wallonie, c'est la suite logique de la France. D'ailleurs, quand il est venu en Belgique, on veut renvoyer les Wallons en France. D'accord? Donc, on va passer donc à l'autre aspect de la culture professionnelle. La culture professionnelle aussi influe ou interfère sur la culture d'entreprise. Souvent, c'est une culture qui est acquise sur le lieu de travail. Vous avez souvent des avocats qui ont une façon d'aborder les problèmes dans la vie quotidienne, un peu de façon formatée, parce que leur culture professionnelle prend le pas sur la façon de voir le monde. Et ils ont souvent du mal à faire ce changement. Il n'y a pas que les avocats, il y a dans plusieurs domaines. Quand vous avez un domaine qui vous dépasse un peu, en général, ça domine nos vies quotidiennes. Et dans l'entreprise, la culture d'entreprise est aussi influencée par l'expérience acquise au travail des membres de cette entreprise. Ils vont avoir une certaine façon de voir. Il y a aussi, on va dire, l'histoire de ce qu'on appelle la socialisation secondaire. Certains sociologues, alors j'ai pas envie de vous ennuyer avec les recherches, c'est pas le problème ici. Vous avez certains sociologues, par exemple, qui ont défini une deuxième socialisation, qu'ils appellent la socialisation secondaire de l'être humain. Après que vous ayez été socialisé par la société générale, c'est-à-dire la famille, l'école, on acquiert une deuxième socialisation sur le plan professionnel. Et cette deuxième socialisation sur le plan professionnel peut aussi contribuer en fait à développer une culture d'entreprise très importante. Je prends ici l'exemple, le cas de ce qu'on appelle les techniciens de maison. Si vous avez une entreprise par exemple que vous voulez reprendre, qui est basée sur, c'est pas péjoratif, sur des personnes qui travaillent à domicile, des personnes de ménage qui font du travail à domicile, qui ont développé en fait leur savoir-faire loin des formations académiques, qui ont une culture qui est dominée par la pratique, en quelque sorte, et ces personnes-là ont travaillé sur l'expérience ou l'intuition. Si vous voulez les faire évoluer dans la rentabilité, c'est pas facile, parce que vous aurez du mal. Il y a une culture de cette entreprise
qu'il faut faire évoluer, parce qu'ils ont été formés dans un cadre assez, on va dire, d'expérience pratique et autres et tout. Donc quand vous reprenez une entreprise, par exemple dans le nettoyage, dans l'entretien, il faut faire attention comment est-ce que les salariés de cette entreprise ont acquis une certaine façon de travailler. Est-ce qu'ils ont été habitués à la formation, ou bien ils ont développé des compétences de façon beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, il existe des formations techniques, industrielles pour faire le nettoyage, pour faire le ménage, même à domicile. Mais souvent on ne se rend pas compte. Et donc, ça c'était sur la culture professionnelle. Donc, je passe maintenant sur le dernier élément qui influence la culture d'entreprise. Il s'agit des particularismes individuels des dirigeants. Dans certaines entreprises, parce que vous avez des dirigeants qui ont une certaine qualité, ça influe sur la culture d'entreprise. Vous avez aussi souvent l'histoire du rôle et le rôle du fondateur de l'entreprise. Souvent, son histoire personnelle fait que ça induit une culture d'entreprise assez particulière. J'ai pris ici l'exemple de la société IBM, avec son ex-PDG Luc Gerstner en 1993, quand il a été nommé à la tête de IBM. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire une révolution interne chez IBM. Et donc, il a été confronté à beaucoup de problèmes. Les cadres qui n'avaient pas mis le client au centre, en général, par le passé, de leur réflexion, ne voulaient pas, ils n'ont pas suivi. Plus de la moitié des cadres d'IBM ont démissionné. Et ce PDG n'a pas lâché. Il a quand même fait sa révolution. Voilà, vous voyez comment la culture d'entreprise, quand vous venez la trouver, quand elle est ancrée, elle peut gêner en fait une entreprise de se développer. Et ce PDG d'IBM a changé carrément IBM et il a introduit des nouvelles, on va dire des nouvelles activités, en particulier le conseil des logiciels, puisqu'IBM avant c'était que du matériel. Et il est parti, IBM a été sauvé. Alors c'est le choix. Est-ce qu'il a fallu que IBM soit démantelé, mis en faillite, ou bien que les cadres qui n'ont pas suivi les méthodes de ce président directeur général de cette société, M. Gerstner, puissent l'accompagner dans ce changement. Ils ont préféré démissionner et partir. Et souvent les dirigeants sont confrontés à ces problèmes-là. Lorsqu'ils arrivent à la tête d'une entreprise où les cadres sont habitués à une certaine façon de faire, c'est eux qui veulent diriger le cadre à sa place. Et alors ils n'ont pas la responsabilité. Puisque au final, c'est bien le PDG qui sera confronté au résultat, les autres non. Donc c'est très important de tenir compte du particularisme, du parcours des dirigeants d'une entreprise pour comprendre en fait la culture d'une entreprise.